Elle a protégé le fils du chef Apache pendant 40 jours dans le désert. Mais le lendemain, ils ont décidé de creuser sa tombe. Les pleurs d'un enfant déchirent la nuit du désert comme un couteau transperçant le silence. Ce ne sont pas les gémissements doux d'un enfant qui s'est écorché le genou, mais les cris primaux et sauvages d'une terreur pure qui font fuir les animaux sauvages et font frissonner quiconque a une conscience. Dans la lumière ambrée vacillante d'un feu de camp mourant, entouré par la vaste obscurité du territoire de l'Arizona, un garçon Apache de 8 ans est suspendu par ses petites poignets à un poteau en bois, son corps tremblant de manière incontrôlable, tandis que 3 déserteurs de l'armée de l'Union comptent des pièces d'argent avec des sourires ivres qui feraient rougir le diable lui-même. Le vent du désert transporte l'odeur âcre de la fumée, des corps sales et d'autres choses, l'odeur métallique de la peur qui s'accrochait à l'air comme une malédiction. Au-dessus de leur tête, une voûte étoilée est témoin de cette dernière cruauté dans une région qui a vu trop de sang couler à cause de la cupidité et de la haine. 80 $ pour le garçon, marmonne le sergent Mills en crachant un jet de jus de tabac brun dans le sol où il siffle et disparaît. Son visage buriné porte les cicatrices d'innombrables batailles. Mais ce soir, ses yeux reflètent quelque chose de bien pire que la violence honnête de la guerre. Le calcul froid d'un homme qui fait le commerce de chair humaine. Ces marchands d'esclaves de Tucson paieront le double si nous le livrons vivant et indemne. Les autres soldats rient d'un rire creux, celui d'hommes qui ont vendu leur âme pour de l'argent à boire. Le soldat Jensen, à peine âgé de 20 ans, les yeux morts qui témoignent des horreurs dont il a été témoin et auxquelles il a participé, fait passer une bouteille de whisky pourri entre ses compagnons. Les enfants Apache se vendent à prix d'or, dit-il. Ils ont de petites mains pour le travail en usine et ils apprennent vite avec un entraînement adéquat. Ils ne parleront plus leur langue païenne quand les gars de Tucson en auront fini avec eux. Le troisième homme, le caporal Wade, hoche la tête d'un air sage en comptant et recomptant les pièces d'argent. Le mieux, c'est que personne ne se soucie de ce qui arrive aux morveux Apaches. On pourrait en faire disparaître une douzaine et l'armée nous remercierait probablement d'avoir économisé des munitions. À 5 kilomètres là, Victoria Hollinger se réveille en sursaut dans sa petite cabane en adobe, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. À travers sa seule fenêtre, elle peut voir la lueur orange du feu des soldats juste derrière l'école à classe unique où elle enseigne aux enfants des colons assez courageux ou assez fous pour s'installer dans ce territoire impitoyable. Le bruit qui l'a réveillé, cet horrible cri du fond de l'âme, n'a pas cessé. Il transperce l'air nocturne comme une blessure qui ne guérira pas. Elle enroule un épais châle de laine autour de sa chemise de nuit en coton et pose ses pieds nus sur le sol en terre battue. Tous les instincts de survie que lui a enseignés son défunt mari lui craignent que quelque chose de terriblement dangereux est en train de se passer. Le désert abrite de nombreux sons. Le hurlement des coyotes, le bruissement des serpents à sonnette dans les buissons de sauge, le cri lugubre des oiseaux nocturnes chassant les souris. Mais ce son est différent. C'est la souffrance humaine, brute et désespérée. Victoria vit dans cette terre hostile depuis 7 ans maintenant. Les 2 dernières années en tant que veuve, depuis que la fièvre a importé son mari James. Pendant cette période, elle a été témoin d'horreurs qui briseraient le moral des âmes plus douces élevées dans des endroits civilisés. Elle a vu des familles Apaches chassées de leurs terres ancestrales sous la menace des armes. Elle a vu des soldats brûler les réserves alimentaires hivernales qui faisaient la différence entre la survie et la famine pour des tribus entières. Elle a soigné les blessures infligées par les 2 camps dans ce conflit brutal et sans fin, et chaque acte de cruauté lui a arraché un morceau de son cœur. James était différent de la plupart des hommes blancs de la région. En tant que chasseur et pisteur, il avait appris à respecter le peuple Apache, à commercer équitablement avec lui, et avait même appris suffisamment de leur langue pour communiquer au-delà des gestes et d'un anglais approximatif. Grâce à lui, Victoria avait compris que les sauvages dont parlaient les journaux étaient des pères protégeant leurs enfants, des mères pleurant leur mort, des jeunes hommes se battant désespérément pour préserver un mode de vie systématiquement détruit. Les Apaches ne sont pas nos ennemis, lui avait dit James lors d'une de leurs longues conversations nocturnes. Ce sont des gens qui se battent pour leur foyer, comme n'importe lequel d'entre nous le ferait. Les vrais sauvages portent des uniformes et contre les prophètes dans la misère humaine. Tirant maintenant vers le feu lointain,
Ses pieds nus silencieux sur le sable refroidi, Victoria sent le poids de toutes les injustices dont elle a été témoin peser sur ses épaules comme des pierres. Combien de fois avait-elle vu des injustices et détourné le regard, se disant que ce n'était pas à elle d'intervenir, qu'une femme seule ne pouvait pas changer le cours de l'histoire qui balayait cette terre imprégnée de sang. La lueur orange du feu s'intensifie à mesure qu'elle s'approche, et avec elle, les détails de la scène deviennent horriblement clairs. 3 hommes vêtus d'uniformes de l'Union en lambeaux sont assis autour d'un feu allumé avec des meubles cassés, probablement volés dans une ferme abandonnée. Des bouteilles de whisky vides reflètent la lumière comme des yeux d'ambre, et l'odeur de l'alcool se mêle à celle de la fumée de bois et à quelque chose d'autre, quelque chose qui retourne l'estomac de Victoria. L'enfant pendu au poteau ne peut avoir plus de 8 ou 9 ans. Ses vêtements traditionnels apaches, une simple chemise et des jambières en peau souple, sont déchirés et sales, tachés du sang des brûlures causées par la corde autour de ses petits poignets. Ses cheveux noirs tombent sur son visage, mais elle peut voir les traces de larmes qui traversent la poussière sur ses joues. De temps en temps, son corps tout entier est secoué de sanglots épuisés qui témoignent d'heures de terreur et de douleur. « S'il vous plaît », gémit le garçon dans un anglais accentué mais clair, sa voix à peine audible au-dessus du crépitement du bois qui brûle. « Je veux mon père. Je veux rentrer chez moi. » Le plus grand des soldats, le sergent à la barbe tachée de tabac, se lève en titubant et donne un coup de pied dans le sable en direction de l'enfant avec une cruauté délibérée. « Ferme ta bouche de païen, petit sauvage. Ton cher papa-chef ne peut plus t'aider maintenant. Nous nous en sommes assurés en incendiant son campement d'hiver. » Il se tourne vers ses compagnons avec un rire qui glace le sang de Victoria. « À l'aube, nous partons pour Tucson. Ce garçon représente 3 mois d'argent pour boire et peut-être assez pour quelques dames de luxe. » Victoria serre les poings lorsque l'ampleur de leur crime devient claire. Ce ne sont plus des soldats, ce sont des déserteurs. Des hommes qui ont abandonné leur poste et leur honneur pour tirer profit de la vente d'êtres humains. Et pas n'importe quels êtres humains, mais un enfant qui parle suffisamment bien l'anglais pour avoir été en contact avec des colonies blanches, probablement par le biais du commerce ou de tentatives diplomatiques. Debout dans l'obscurité, observant cette dernière atrocité se dérouler, quelque chose de fondamental change dans l'âme de Victoria. Elle pense à toutes les fois où elle est restée silencieuse, à toutes les injustices dont elle a été témoin et qu'elle n'a rien fait pour empêcher. Les camps apaches incendiés, les points d'eau empoisonnés, les enfants rendus orphelins par des raids menés sous la bannière de la destinée manifeste. Ce soir, en voyant un enfant sans défense sur le point d'être vendu comme esclave, toute la lâcheté morale accumulée se cristallise en un moment de lucidité absolue. Assez de souffrances infligées à des innocents. Assez de rester les bras croisés pendant que des hommes malveillants commettent des actes malveillants. Assez de se dire qu'une seule femme ne peut rien changer dans ce monde vaste et cruel. Elle recule lentement, ses pieds nus trouvant prise sur des pierres polies par d'innombrables années de vingt et d'intempéries. Dans sa cabane, Victoria se force à réfléchir avec la logique froide que James lui a enseignée lors de leurs expéditions de chasse. Dans ce pays, la panique tue plus vite que les balles. Elle a besoin d'un plan, de provisions et du courage de le mener à bien, quelle que soit l'issue qui l'attend. Victoria enfile ses bottes les plus lourdes, en cuir épais capable de repousser la plupart des morsures de serpents, et sa jupe de voyage, celle en toile solide qui ne se déchire pas sur les épines ou les rochers pointus. Le couteau de chasse de James se glisse dans sa ceinture dans un murmure d'acier contre le cuir. Chon-yam, petit canard. Son poids familier est à la fois réconfortant et inquiétant. 2 gourdes sont suspendues à ses épaules, leur contenu qui clapote représentant la différence entre la vie et la mort dans le désert. Le plan qui se cristallise dans son esprit est né de 7 années de survie dans un pays impitoyable, simple, désespéré et absolument nécessaire. Elle attendra qu'il perde complètement connaissance, libérera le garçon et courra vers le territoire apache. La distance à parcourir est de près de 200 mètres dans le désert de Sonora, mais pas en ligne droite à travers les sections les plus mortelles. James lui a montré un itinéraire qui suit des sources cachées et des abris naturels, toujours assez dangereux pour tuer ceux qui ne sont pas préparés, mais survivables pour ceux qui comprennent les rythmes du désert et respectent son pouvoir. Victoria rassemble des provisions avec une efficacité méthodique
née de ses années de vie à la frontière, 4 gourdes au total. Elle vide son baril d'eau, à peine suffisant pour 2 personnes traversant un territoire aussi hostile. Elle met dans son sac du gibier séché et de la farine de maïs, ainsi que du sel, une couverture en laine, des allumettes enveloppées dans un tissu huilé et sa petite trousse médicale contenant ses précieux flacons d'acide phénique et de laudanum. Pendant qu'elle fait ses bagages, Victoria repense aux enseignements de James sur le peuple Apache. Il avait passé des mois à étudier leurs coutumes, leur langue, leurs relations complexes avec ce paysage hostile. Ce ne sont pas des ennemis, Victoria, avait-il répété à plusieurs reprises. Ce sont les premiers habitants de cette terre qui se battent pour protéger leur famille et leur mode de vie. En toute honnêteté, c'est nous les envahisseurs ici. Les heures s'écoulent avec une lenteur agonisante, tandis que Victoria attend que les soldats boivent jusqu'à perdre connaissance. Le désert se refroidit comme toujours après le coucher du soleil, la température chutant de 40 degrés ou plus par rapport à la chaleur torride de la journée. Finalement, un silence bienvenu remplace les rires bruyants et les blagues grossières. Les 3 hommes gisent étendus autour du feu mourant comme des poupées cassées, des bouteilles à vitre éparpillées autour d'eux, comme autant de preuves de leur faillite morale. Victoria se déplace dans l'obscurité comme une ombre incarnée. Chaque pas est calculé pour éviter les innombrables pierres et débris qui pourraient trahir sa présence. La tête du garçon pend vers l'avant, épuisée, mais elle peut voir sa poitrine étroite se soulever et s'abaisser. Il est toujours en vie, mais on ne sait pas combien de temps il pourra encore supporter ce traitement. Alors qu'elle s'approche, sa tête se soulève légèrement. Dans la faible lueur du feu, elle peut voir ses yeux, sombres et intelligents malgré son calvaire, mais remplis d'une lassitude qui vient d'une trop grande expérience de la cruauté humaine. « Qui êtes-vous » murmure-t-il en anglais, la voix rauque à force de crier et de pleurer. Tous les muscles de son petit corps se tendent, comme s'il se préparait à une nouvelle torture. Victoria s'agenouille à côté de lui et sort le couteau de James d'un geste fluide et habile. « Je suis quelqu'un qui en a assez de voir des enfants souffrir », murmure-t-elle en commençant à trancher la corde épaisse qui lie ses poignets. « Je vais te sortir d'ici. » Les yeux du garçon s'écarquillent lorsqu'il comprend son intention, mais le doute se mêle à l'espoir désespéré sur son jeune visage. « Tu m'aides? »« Pourquoi? »« Parce que c'est juste, » répond simplement Victoria, travaillant plus vite alors que la corde commence à se défaire sous le tranchant de sa lame. « Parce que tu es un enfant qui devrait être en sécurité avec sa famille, et non pendu ici comme un animal. » La corde se rompt dans un léger claquement qui résonne comme un coup de tonnerre dans le silence du désert. Les jambes du garçon se dérobent sous lui alors que la circulation sanguine revient dans ses bras, et Victoria le rattrape avant qu'il ne tombe. Elle est alarmée par sa légèreté, par la fragilité de son petit corps sous les soins du soldat. « Tu peux marcher ?» murmure-t-elle avec insistance. Il teste ses jambes avec précaution, grimaçant alors que la sensation revient dans ses membres maltraités. Je pense que oui, mais là où nous allons, le désert tue beaucoup de ceux qui tentent de le traverser. » Victoria regarde dans ses yeux sombres et y voit de l'intelligence, ainsi que le genre de connaissances pratiques qui viennent du fait d'avoir été élevée dans ce paysage impitoyable. « Comment t'appelles-tu? »« Kimla, » répond-il doucement. « Cela signifie papillon. Mon père est le chef Mapé de la tribu Chiricahua. »« Eh bien, Kimla, » dit Victoria en enfilant son sac à dos et en vérifiant la position des étoiles au-dessus de leur tête. « Nous allons rentrer chez ton père. Ce sera difficile et dangereux, mais je connais le chemin. » « Me fais-tu confiance? » Le garçon étudie son visage à la lueur vacillante du feu pendant un long moment. Cette étrange femme blanche qui est sortie de l'obscurité pour le libérer d'un cauchemar. Finalement, il acquiesce avec la gravité solennelle d'un enfant contraint de grandir trop vite. « Je te fais confiance, mère spirituelle, » dit-il, utilisant le terme Apache pour désigner un esprit féminin protecteur. « Mon père m'a appris que les bons esprits ont parfois des visages inattendus. Ils s'évanouissent dans la nuit du désert, laissant derrière eux le campement comme un mauvais rêve. Les étoiles tournent au-dessus de leur tête selon leurs anciens schémas, et Victoria les utilise pour s'orienter, comme James le lui a appris lors de leurs expéditions de chasse. Au nord-est, vers le territoire Apache, à travers un terrain qui a coûté la vie à des milliers de personnes, mais qui offre également un mince espoir de rédemption pour l'inaction passée. L'aube arrive comme une blessure cramoisie à l'horizon oriental,
Et avec elle vient la découverte qui change tout. Le sergent Mills se réveille et constate que les cordes sont vides, réalisant alors que sa précieuse cargaison a disparu dans le vaste désert. Son rugissement de rage résonne dans le désert, poussant les lézards et les écureuils terrestres à se réfugier. « Trouvez-les !» hurle-t-il à ses compagnons encore sous l'effet de la gueule de bois, le visage violet de rage. « Ce garçon vaut plus que ce que nous gagnerons tous en 5 ans. Je me fiche de devoir les traquer jusqu'en enfer. » Les 3 soldats montent sur leurs chevaux avec une détermination sinistre, entamant une poursuite qui mettra à l'épreuve les limites de tous les participants. Ce sont des pisteurs expérimentés, dotés d'une vitesse supérieure, de montures fraîches et de provisions suffisantes. Mais Victoria possède quelque chose qui leur manque. Une connaissance intime de ce terrain spécifique et une avance de 6 heures acquise grâce à son courage et à une planification minutieuse. Elle guide Kimela à travers des itinéraires qui semblent impossibles à ceux qui ne connaissent pas les secrets du désert, utilisant des formations rocheuses pour cacher leurs traces et suivant des chemins qui semblent ne mener nulle part, mais qui relient en fait des sources d'eau cachées connues uniquement des chasseurs et des éclaireurs apaches. La véritable épreuve a commencé. Le 7e jour depuis la tempête se lève avec la couleur du sang séché, le soleil se levant comme un œil malveillant sur l'étendue infinie du désert de Sonora. Victoria a la bouche pleine de coton et le goût métallique de son propre sang lui est devenu aussi familier que la poussière alcaline amère qui recouvre tout dans ce paysage impitoyable. Kimla marche à ses côtés avec la détermination inébranlable de son peuple, mais elle peut voir l'épuisement dans la légère traînée de ses pieds dans le sable. Ses vêtements traditionnels d'Okin, autrefois doux et souples, pendent désormais en lambeaux et offrent peu de protection contre les assauts incessants du soleil. Pourtant, ses yeux sombres restent alertes, scrutant constamment l'horizon à la recherche de repères qui pourraient les guider vers leur foyer. « Mère spirituelle, dit-il dans son anglais soigné, montre-moi encore les plantes aquatiques, comme James l'a fait. » Victoria force sa gorge à fonctionner, reconnaissante de cette distraction qui la soulage de sa soif constante. « Des cactus barils, dit-elle d'une voix rauque, à peine reconnaissable. Coupe-les ici, à la base, mais fais attention aux épines. James disait qu'elles contiennent assez de poison pour abattre un cheval. Le garçon hoche solennellement la tête, son esprit vif enregistrant chaque détail. En échange, il lui apprend des mots apaches qui semblent étranges sur sa langue enflée. 2 pour l'eau et D pour les gens, chash pour ours. Cet échange devient une bouée de sauvetage, quelque chose sur quoi se concentrer en dehors de la douleur incessante dans leurs os. Alors que les jours se confondent dans des vagues de chaleur et de souffrance, Victoria se surprend à puiser de plus en plus souvent dans ses souvenirs de James. Elle se souvient de l'angle exact des ombres qu'il lui a appris à lire pour s'orienter. Les subtiles différences de couleur du sol qui indiquent la présence d'humidité enfouie. Ses souvenirs deviennent si vivaces qu'elle se retourne parfois dans l'espoir de le voir marcher à leur côté dans ce purgatoire de sable et de pierre. Leur réserve d'eau s'épuise complètement le 12e jour. Victoria a rationné leur dernière gourde pendant 3 jours, donnant à Kimia 2 fois plus que ce qu'elle s'accordait à elle-même. Mais même une gestion prudente ne peut transformer le néant en quelque chose. Quand elle incline le dernier récipient et que seule de la poussière en tombe, la réalité de leur situation se cristallise avec une clarté terrifiante. « Il nous reste peut-être 3 jours, dit-elle à Kimla ce soir-là, alors qu'elles se blottissent l'une contre l'autre pour se protéger du froid du désert. Peut-être 4 si nous trouvons de l'humidité quelque part. » Le garçon étudie son visage avec une sagesse qui dépasse son âge. « Alors nous devons être intelligents comme le coyote. Le coyote trouve toujours un moyen quand la mort approche. » Le 15e jour, le corps de Victoria se rebelle complètement. Elle a repoussé ses limites pendant plus de 2 semaines et ses jambes refusent tout simplement de la porter un pas de plus. Elle s'effondre sur le sable comme une poupée abandonnée, sa conscience vacillant comme une bougie qui s'éteint. « Tu ne peux pas partir maintenant, dit Kimla avec férocité, ses petites mains secouant ses épaules. J'ai encore besoin d'apprendre de toi. Mais c'est le garçon qui devient maintenant le professeur, avec une ingéniosité qui étonne la conscience déclinante de Victoria. Il fouille les environs immédiats et trouve le salut sous la forme de figuières de barbarie, poussant à l'ombre d'un rocher. Utilisant les techniques qu'elle lui a enseignées, il récolte soigneusement le liquide amer à l'intérieur des coussinets
et le lui fait boire goutte à goutte. L'humidité du cactus a le goût de la souffrance liquide, mais elle contient suffisamment d'eau pour ramener Victoria à la conscience. Lorsque ses yeux se remettent à faire la mise au point, elle voit le visage de Kimela au-dessus d'elle, couvert de saleté, mais rayonnant de détermination. Les esprits nous envoient les cactus, explique-t-il d'un ton neutre. Les esprits de James veillant toujours sur nous. À partir de ce moment, leur relation évolue vers quelque chose de plus profond que celle d'un professeur et de son élève. Ils deviennent des partenaires au sens propre du terme, chacun compensant les faiblesses de l'autre. Les yeux vifs de Kimmy Miller repèrent les plantes comestibles et les abris potentiels, tandis que les connaissances de Victoria leur permettent de récolter en toute sécurité ce que le désert leur offre. Le 18e jour, elles découvrent une petite source cachée entre deux formations rocheuses. Ce n'est pas l'oasis dont Victoria rêvait désespérément, mais de l'eau véritable qui s'écoule de la pierre. Elles le boivent avec précaution, puis avec plus d'avidité à mesure que leur corps réclame de l'humidité. Pour la première fois depuis près d'une semaine, elles dorment sans la douleur lancinante d'une déshydratation sévère. Mais leur soulagement est de courte durée. Au matin, la source s'est tarie. La nappe souterraine semble avoir été épuisée par leur consommation. La cruelle ironie d'avoir trouvé de l'eau pour la perdre à nouveau brise presque complètement le moral de Victoria. Pourquoi les esprits nous mettent-ils à l'épreuve de manière si cruelle? Demande Kimmy, en fixant le sable humide où leur salut les attendait quelques heures auparavant. Victoria observe son jeune visage et y voit non seulement de la déception, mais aussi un besoin désespéré de comprendre. Peut-être, dit-elle lentement, nous enseigne-t-il que l'espoir lui-même est une forme de force. Même lorsque les choses disparaissent, nous continuons d'avancer parce que nous savons qu'elles peuvent exister. Les jours 20 à 25 s'écoulent dans un brouillard de souffrance qui les pousse tous les deux au-delà des limites de l'endurance humaine normale. Le corps de Victoria commence à se consumer, ses muscles s'atrophient tandis que son organisme cherche désespérément de l'énergie pour continuer à fonctionner. Ses pensées se fragmentent et se dispersent, et elle se surprend à avoir des conversations entières avec James, comme s'il marchait à leur côté, sa voix aussi réelle que celle de Kimmy Moores dans son imagination fiévreuse. Le garçon s'adapte mieux aux conditions extrêmes, son jeune corps étant plus résistant que celui de l'adulte. Pourtant, elle peut voir les ravages causés par la faim sur ses pommettes de plus en plus saillantes, la façon dont ses vêtements pendent sur son corps amaigri. Mais son esprit brille toujours autant. Sa détermination à rentrer chez lui les pousse tous les deux à continuer, alors que la logique voudrait qu'ils s'allongent et attendent la fin. Le 26e jour, Victoria prend la décision la plus difficile de sa vie. Elle peut à peine marcher sans s'appuyer lourdement sur la petite épaule de Kimima. Chaque pas lui demande un effort monumental qui la laisse haletante. Si elle continue, elle causera leur mort à tous les deux. Mais si elle s'arrête ici, il pourra peut-être encore rentrer chez lui. « Kimmy Mella, dit-elle pendant leur pause à l'ombre d'un mesquite rabougri, tu dois me quitter et continuer seul. » Le garçon relève brusquement la tête, ses yeux sombres, brillants d'indignation. « Non, nous partons ensemble ou nous mourrons ensemble. C'est ainsi que fonctionne la famille. Il s'agit de ta survie, argue Victoria, même si chaque mot lui semble aussi difficile à avaler que du verre. Tu es assez fort pour atteindre le territoire de ton père. Je ne fais que te ralentir maintenant. Tu es mon esprit, mère, déclare Kimmy avec une conviction farouche. Tu m'as sauvé des mauvais soldats. Maintenant, c'est moi qui te sauve. Les esprits nous ont réunis et je ne briserai pas ce lien. Son refus de l'abandonner remplit Victoria d'émotions trop complexes à démêler. Le chagrin de l'avoir conduit à cette extrémité, la fierté de sa loyauté et quelque chose d'autre encore. En sauvant cet enfant, elle a découvert un but qui transcende sa propre survie. C'est pour cela que James lui a enseigné toutes ces techniques de survie. C'est pour cela qu'elle se trouvait dans cette colonie cette nuit-là. Tout a conduit à ce moment, à ce choix, à ce lien forgé dans le creuset des épreuves difficiles du désert. Alors continuons ensemble, dit-elle en se relevant péniblement avec son aide. Mais Kimmy, promets-moi que si je tombe et que je ne peux pas me relever, tu continueras à marcher vers ces montagnes. Elle montre du doigt les sommets lointains qui marquent le territoire apache, encore flous à cause de la distance, mais plus proches qu'ils ne l'ont jamais été. Nous les atteindrons ensemble, dit le garçon avec une certitude absolue. Mon père raconte des histoires de guerriers
qui traversent la mort pour rentrer chez eux. Nous sommes ces guerriers maintenant. Au cours des jours suivants, Kim Miller assume de plus en plus de responsabilités pour leur survie. Son instinct, aiguisé par une vie passée dans cet environnement, les guide vers des sources d'eau cachées et des abris avec une précision qui étonne Victoria. Il parle sans cesse, remplissant le silence d'histoires sur son père, de descriptions des cérémonies apaches, de tout ce qui peut l'aider à rester concentré sur le présent, plutôt que de dériver vers la paix dangereuse qu'il appelle depuis les confins de sa conscience. « Mon père est chef, mais il est aussi père », explique Kimela, alors qu'il traverse péniblement un terrain découvert où la chaleur miroite comme de l'eau. Il m'apprend à monter à cheval et à chasser, mais aussi à cueillir des plantes médicinales avec les femmes. Il dit qu'un vrai guerrier doit tout savoir faire. Victoria essaie de sourire, même si son visage semble sculpté dans le cuir. L'image de ses retrouvailles familiales, de l'appartenance à un endroit, lui semble d'une beauté impossible. Même si elle meurt demain, au moins elle mourra en sachant que de telles choses existent. Au 31e jour, Victoria évolue dans un rêve éveillé, sa conscience oscillant entre la conscience du présent et les souvenirs de sa vie avec James. Parfois, elle lui parle comme s'il marchait à leur côté, et Kimla se contente d'acquiescer, comme si cela était tout à fait naturel. Peut-être que dans l'étrange alchimie de souffrance et d'endurance du désert, à 5 km de là, le chef Mi dirige une équipe de recherche qui ratisse le désert depuis près d'un mois. Lorsque son fils a disparu du camp pendant un raid mené par ses soldats, Mi les a suivis jusqu'à leur feu abandonné, où il a trouvé des cordes coupées et des traces de fuite dans le désert. Pendant des semaines, il a mené ses guerriers dans des cercles de plus en plus larges, suivant toutes les routes possibles à travers ce paysage mortel. Ces éclaireurs rapportent avoir trouvé des signes, du sol remué, des plantes à casser, des traces indiquant que quelqu'un s'est passé par là. Mais le désert a fait tant de victimes parmi les voyageurs que l'espoir lutte constamment contre la crainte de ne trouver que des eaux blanchies par le soleil et le temps. Le 32e jour, alors que les jambes de Victoria lâchent pour ce qu'elle sait être la dernière fois, Kimela aperçoit un mouvement à l'horizon. Des cavaliers se déplaçant avec une grâce fluide qui les identifie sans équivoque comme des guerriers apaches. « Père !» crie le garçon, bien que sa voix porte à peine à travers le sable. « Père, nous sommes là !» Victoria s'effondre au sol comme un arbre abattu, perdant déjà connaissance alors que la voix paniquée de Kima l'appelle. La dernière chose qu'elle voit, ce sont des silhouettes à cheval qui foncent vers eux à travers le sable scintillant, et elle pense vaguement qu'ils ont peut-être réussi l'impossible. Après tout, les guerriers apaches les trouvent quelques instants avant que le vent du désert ne commence à disperser le sable sur le corps inerte de Victoria. Le chef MPY lui-même mène le groupe. Son cœur s'arrête presque lorsqu'il aperçoit la petite silhouette qui agite frénétiquement les bras à côté de la femme blanche effondrée. Lorsque Mappy descend de cheval et prend son fils dans ses bras, les premiers mots de Kimima ne concernent pas son propre calvaire, mais la femme qui a tout sacrifié pour le ramener chez lui. « Père, aide-la !» supplie-t-il dans un apache rapide. « Mère spirituelle mourante, elle a marché 32 jours à travers le désert pour me sauver des mauvais soldats. Tu dois l'aider comme elle m'a aidé. » Macpie s'agenouille à côté du corps inconscient de Victoria, prenant conscience de leur incroyable périple. Ses vêtements sont en lambeaux, sa peau est marquée par des semaines d'exposition au soleil du désert. Mais elle respire, même si chaque souffle semble être le dernier. En regardant cette femme blanche qui a tout donné pour un enfant apache qu'elle ne connaissait même pas, Mare voit quelque chose qui transcende toutes les frontières de la race et de la haine. Elle possède un esprit aussi noble que n'importe quel guerrier de l'histoire de sa tribu. « Soulevez-la avec précaution », ordonne-t-il à ses hommes. « Nous partons pour le village. Dites aux guérisseurs de tout préparer. Cette femme doit vivre. » Mais alors même qu'il se lance dans une course désespérée vers le village apache, la respiration de Victoria devient superficielle, son pouls est faible. La question qui les hante tous est de savoir si même la médecine apache ancestrale peut ramener quelqu'un d'aussi proche du monde des esprits. Vous assistez à une incroyable histoire de sacrifice. Si vous soutenez Victoria, dites-nous d'où vous la regardez. Abonnez-vous pour voir si les guérisseurs apaches pourront sauver la femme qui a tout donné pour sauver l'un des leurs. L'épreuve ultime pour savoir si l'amour peut vaincre la mort elle-même est sur le point de commencer. Le village apache apparaît comme un mirage après des jours interminables dans le désert aride.
Des dizaines de wiki-ups traditionnels nichés dans un canyon caché où des sources naturelles créent une oasis de vie verdoyante. De vieux peupliers projettent leur ombre bienfaisante sur le campement, leurs feuilles murmurant des secrets dans le vent du désert. L'odeur de la fumée de bois, de la cuisine et des chevaux se mêle au parfum sucré de la sauge sauvage et des fleurs du désert qui parviennent à pousser dans ce paysage hostile. Mais ce retour au bercail n'est pas un moment de réjouissance. Les guerriers chevauchent à toute allure vers la hutte médicinale, où les guérisseurs les plus habiles de la tribu attendent, le visage sombre. Victoria est affalée sur un travoir. Sa respiration est si faible qu'elle fait à peine bouger sa poitrine. Sa peau a pris une teinte cireuse qui témoigne d'un corps poussé bien au-delà de ses limites, et son pouls bat sous les doigts de MP comme les ailes d'un oiseau mourant. La hutte médicinale se trouve au cœur du village. Une grande hutte décorée de symboles peints à l'ocre et au charbon de bois. À l'intérieur, l'air est chargé de la fumée de sauge et d'herbes douces, des herbes qui, selon les Apaches, transportent des prières vers le monde des esprits. La sagesse est suspendue au mur, sous forme de bouquets de plantes médicinales, de fétiches sculptés et de sacs de médecine contenant des pouvoirs transmis depuis d'innombrables générations. Aisha, la plus âgée des guérisseuses, examine Victoria avec ses mains burinées par 70 hivers passés à mélanger des potions et à rappeler les âmes des terres de l'ombre. Ses doigts retracent les pires dommages causés par le désert, les coupes de soleil profond qui ont laissé la peau de Victoria craqueler comme de la terre séchée, la déshydratation sévère qui a creusé ses joues et laissé ses lèvres gercées et ensanglantées. Cette femme a traversé la vallée des eaux. Aisha murmure en apache. Sa voix porte le poids de l'expérience de la mort sous toutes ses formes. Son esprit erre près des sentiers des ancêtres. Nous devons agir rapidement, sinon elle choisira de les suivre plutôt que de revenir dans ce monde de souffrance. Mais tout le monde dans le village ne voit pas l'arrivée de Victoria avec révérence. À l'extérieur de la hutte médicinale, des voix s'élèvent dans une discussion animée, alors que les anciens de la tribu débattent de la sagesse d'utiliser des ressources précieuses pour une femme blanche, même si celle-ci a sauvé le fils de leur chef. Elle a les yeux blancs, Arguabidil, un chef de guerre dont les cicatrices témoignent de nombreuses batailles contre les colons. Comment savoir si ce n'est pas un piège? Peut-être conduira-t-elle des soldats dans notre canyon caché. D'autres acquiescent, le visage durci par la méfiance, né d'années de trahison et de traités non respectés. Seule l'autorité absolue de Mapé, en tant que chef, et le témoignage passionné de Kimla sur le sacrifice de Victoria et empêche une opposition plus virulente à sa présence. Kimla refuse de quitter Victoria, malgré les tentatives douces de son père pour l'éloigner. Le garçon est assis en tailleur à côté des peaux de bison où elle repose, sa petite main posée sur son bras, comme si son simple contact pouvait ancrer son esprit dans le monde des vivants. Cette épreuve l'a changé. La douceur ronde de l'enfance a été brûlée par 32 jours dans le désert, laissant derrière elle quelqu'un de plus âgé, plus sérieux, marqué par des expériences qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. « Mère spirituelle », murmure-t-il en anglais, puis répète en apache. « Reste avec nous. Tu es venu de si loin. Ne pars pas maintenant, s'il te plaît. » Les guérisseurs travaillent toute la première nuit avec l'intensité concentrée de ceux qui comprennent. Ils luttent contre le temps lui-même. Ils préparent des tisanes à partir d'écorces de sol du désert pour réduire la fièvre qui a commencé à brûler le corps de Victoria. De l'eau bénite lors d'une cérémonie est utilisée pour laver sa peau craquelée. Des chants de guérison remplissent la hutte. Des chants qui, depuis des centaines d'années, rappellent les esprits du bord de l'éternité. Mepi observe depuis l'ombre, déchiré entre ses devoirs de chef et son inquiétude pour cette femme blanche qui a tout sacrifié pour son fils. Il a vu du courage sur d'innombrables champs de bataille. Mais ici, c'est différent. Une pureté d'intention qui transcende les frontières tribales et touche à quelque chose de fondamental dans l'esprit humain. Quel genre de personne marche volontairement vers une mort presque certaine pour un enfant qu'elle ne connaît même pas? Le 33e jour n'apporte aucune amélioration. Au contraire, Victoria semble s'enfoncer davantage dans le royaume gris entre la vie et la mort. Sa respiration devient plus laborieuse. Chaque expiration semble emporter une partie de sa force vitale. Les guérisseurs redoublent d'efforts, sortant des remèdes réservés aux cas les plus désespérés. De la poudre de corne de bison blanc,
des herbes cueillies lors de cérémonies d'éclipse, des prières enseignées par les esprits eux-mêmes dans les rêves. Père, dit Kimla ce soir-là, alors que M veille à côté des pots de bisson. Et si elle mourait? Et si l'esprit mère partait rejoindre les ancêtres parce que je ne suis pas assez fort pour la garder ici? Le cœur de Mapé se serre en entendant la culpabilité dans la voix de son fils. Ce n'est pas ta faute, petit papillon. Cette femme a choisi sa voie en pleine connaissance des dangers qu'elle comportait. Les esprits ont guidé ses pas et maintenant, ils décideront si son travail dans ce monde est terminé. Maman, mais même en prononçant ces mots réconfortants, Marby se surprend à espérer désespérément que les esprits choisissent la miséricorde. Quelque chose dans le sacrifice de Victoria a réveillé en lui des sentiments qu'il croyait morts avec sa femme il y a 3 hivers. Pas de l'amour, pas encore, mais la reconnaissance d'une âme sœur, quelqu'un qui comprend le poids des choix impossibles. Le 34e jour s'écoule dans un désespoir grandissant. Les guérisseurs commencent à échanger des regards lourds de sens. Ils ont fait tout ce que leur savoir leur permettait, fait appel à tous les pouvoirs à leur disposition. Parfois, malgré tous les efforts, le voyage vers le monde des esprits s'avère trop attrayant pour une âme qui a souffert au-delà de l'endurance. À l'extérieur de la hutte, les murmures s'intensifient. De plus en plus de membres de la tribu remettent en question la sagesse de cet effort, se demandant si leurs ressources ne seraient pas mieux utilisées ailleurs. La division menace de diviser la communauté, certains honorant le sauveur de Kimima, tandis que d'autres ne voient en lui qu'un étranger dangereux qui attire une attention indésirable. Ce soir-là, alors que le désert se refroidit et que les oiseaux nocturnes commencent leurs cris envoûtants, Aïcha s'approche de Mapé, les yeux remplis de tristesse. « Chef, dit-elle doucement dans la page, nous avons atteint les limites de ce que la guérison peut accomplir. Son corps est trop abîmé, son esprit trop avancé sur le chemin des ancêtres. Vous devriez préparer le bûcher funéraire. À l'aube du 36e jour, le choix sera fait. » Mapé sent quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'est pas seulement le chagrin pour Victoria, mais une angoisse plus profonde à l'idée d'expliquer à son fils que parfois, le courage ne suffit pas, que parfois, les bons meurent tandis que les méchants prospèrent. Comment dire à un enfant que le monde peut être aussi cruel? Mais Kamala semble sentir la fin approcher sans qu'on le lui dise. Alors que l'obscurité s'installe sur le canyon comme une lourde couverture, il s'approche du corps immobile de Victoria et se met à chanter. Pas des chants funèbres apaches, ni des chants rituels, mais les simples berceuses anglaises qu'elle lui a apprises pendant leur désespéré périple à travers le désert. « Chute maintenant, bébé, ne pleure pas. Maman va te chanter une berceuse. » Sa jeune voix résonne dans la haute médicinale, cassée par l'épuisement, mais déterminée. « Et si cet oiseau moqueur ne chante pas, maman va t'acheter une bague en diamant. » La berceuse continue toute la nuit. La voix de Kimla devient rauque, mais il ne s'arrête jamais. Il humidifie les lèvres gercées de Victoria avec de l'eau précieuse, comme elle l'avait fait pour lui dans le désert. Lorsque la soif l'oblige à faire une pause, il lui parle dans un mélange d'anglais et d'apache qui est devenu leur langage secret. « Tu ne peux pas partir, mère spirituelle. Tu m'as encore beaucoup à m'apprendre. Comment lire les marques blanches sur le papier? Comment comprendre les coutumes étranges de ton peuple? Comment établir un pont entre les Apaches et les yeux blancs? » Mappy observe la veillée de son fils avec un émerveillement grandissant. Voici un courage aussi pur que celui dont ont toujours fait preuve les guerriers. Le refus d'abandonner l'espoir même lorsque les sages ont renoncé. C'est peut-être ce que les esprits avaient prévu depuis le début. Pas seulement le sacrifice de Victoria, mais la leçon de dévouement que son fils démontre à son chevet. À l'aube du 35e jour, quelque chose change dans la hutte médicinale. Les guérisseurs qui se préparaient à la mort se rassemblent soudain autour de Victoria avec un enthousiasme renouvelé. Aïcha colle son oreille à la poitrine de Victoria, puis s'assoit, le visage buriné, marqué par l'émerveillement. Sa respiration s'approfondit, elle murmure. L'esprit choisit de revenir. Les berceuses de Kimla ont fonctionné là où la médecine a échoué, que ce soit grâce à un pouvoir mystique de l'amour transcendant la mort, ou simplement parce que la voix d'un enfant l'a rappelé du bord de l'éternité, les paupières de Victoria papillonnent et s'ouvrent lentement au matin du 36e jour. La première chose qu'elle voit est le visage de Kimimela qui plane au-dessus d'elle, couvert de larmes, mais rayonnant de joie.
Sa vision est floue, sa gorge trop irritée pour parler, mais elle parvient à esquisser un léger sourire, suffisant pour faire rire le garçon, soulagé. « Tu es revenu », murmure Kimmy en anglais, la voix brisée par l'émotion. « J'ai chanté toute la nuit et tu es revenu vers nous. » Victoria essaie de parler, mais sa gorge est comme du verre brisé. Une main douce soulève sa tête et de l'eau bénite touche ses lèvres. Une eau douce et pure qui a le goût du salut. Alors que sa vision s'éclaircit lentement, elle réalise que la main appartient à un homme qu'elle n'a jamais vu, mais qu'elle reconnaît pourtant grand et mince, avec une dignité burinée qui le désigne sans équivoque comme un chef. De l'eau parvient-elle à croisser, ce seul mot lui demandant un effort énorme. « Je suis Marie », dit-il dans un anglais soigné, sa voix ayant le même rythme mesuré que celle de ses fils. « Chef de cette tribu, père du garçon que tu as sauvé. Vous êtes en sécurité maintenant. » Et leurs regards se croisent un instant. Le sien, sombre et sérieux, reflète une profonde expérience et une grande perte. Le sien, encore embrumé par la faiblesse, mais suffisamment lucide pour comprendre qu'il s'agit d'un homme qui inspire le respect. Quelque chose passe entre eux lors de ce bref contact. Ce n'est ni de l'amour ni de l'attirance, mais la reconnaissance d'une compréhension commune du sacrifice et du devoir. Victoria se remet lentement au cours des jours suivants. Son corps, poussé au-delà de toutes les limites humaines, a besoin de temps pour se rappeler comment fonctionner normalement. Des tâches simples comme s'asseoir ou prononcer des phrases complètes l'épuisent complètement. Les guérisseurs sont patients mais prudents, sachant que précipiter son rétablissement pourrait causer des dommages permanents. À mesure qu'elle retrouve suffisamment de force pour rester éveillée plus longtemps, Victoria prend conscience de la controverse que sa présence a suscitée. Elle peut entendre les débats à l'extérieur de la hutte. Certaines voix s'élèvent avec colère, d'autres s'expriment avec une considération mesurée. Bien qu'elle comprenne peu la pâche, le ton rend la division évidente. Certains des nôtres remettent en question votre présence ici, explique Map un soir, alors qu'ils viennent vérifier ses progrès. Son anglais est prudent mais clair, suggérant des années de contact avec des commerçants et des négociateurs. Ils craignent que vous n'ameniez des soldats dans notre refuge secret. Victoria s'efforce de s'asseoir alarmée. Jamais je ne ferai cela. Kimla m'a sauvé la vie autant que je lui ai sauvé la sienne. Je mourrais plutôt que de trahir cet endroit. Je vous crois, dit simplement Marpy, mais la confiance doit se mériter auprès de certains des miens. Ils ont été trop souvent trahis par les promesses des langues blanches. Au cours des jours suivants, alors que Victoria reprend peu à peu des forces, elle commence à comprendre la complexité de sa situation. Elle n'est pas simplement une invitée qui se remet d'une maladie. Elle est un test pour toute la communauté. Peut-on faire confiance à une femme blanche parmi les Apaches? Peut-on mettre de côté les vieilles blessures au profit de nouvelles possibilités? Kimela lui sert de pont vers la communauté, lui enseignant les mots Apache de base et lui expliquant les coutumes avec la patience d'un enseignant né. Son enthousiasme à l'idée d'avoir sa mère spirituelle parmi son peuple est contagieux, et il finit par convaincre même certains sceptiques. « Tu apprends vite », observe Kimela, lorsque Victoria réussit à demander de l'eau en Apache. « Mon père dit que tu as une bonne oreille pour notre langue. » La mention de son père fait jeter un coup d'œil à Victoria vers l'entrée de la hutte où Mapé se tient souvent, discutant des affaires de la tribu avec ses conseillers. Elle se surprend à remarquer certaines choses à son sujet. La façon dont il écoute attentivement toutes les opinions avant de prendre une décision. La douceur dont il fait preuve avec les enfants. Le poids de la responsabilité qui semble reposer sur ses épaules comme une lourde couverture. Lorsque leurs regards se croisent à travers la hutte, elle ressent quelque chose. Ce n'est pas l'amour irrésistible qu'elle éprouvait pour James, mais quelque chose de plus discret, de plus incertain. Une possibilité peut-être, ou simplement la gratitude de quelqu'un qui a trouvé un refuge inattendu. Au 39e jour, Victoria peut marcher sur de courtes distances sans aide, même si elle se fatigue rapidement. Les dommages physiques causés par leur épreuve dans le désert mettront des mois à guérir complètement, mais elle a clairement dépassé le stade critique. Cependant, le débat sur son avenir s'intensifie à mesure que son rétablissement progresse. Elle ne peut pas rester indéfiniment, argue Bizil lors d'une réunion du conseil que Victoria surprend. Son peuple va la rechercher. Quand ils trouveront notre canyon, ils viendront avec des soldats et des armes. Elle a sauvé le fils de notre chef, rétorque une autre voix.
Cela ne compte-t-il pas? Renverrions-nous à la mort la femme qui a traversé l'enfer pour sauver l'un de nos enfants? Map écoute tous les arguments, mais ne dévoile que peu de ses propres pensées. En tant que chef, il doit tenir compte non seulement de ses sentiments personnels, mais aussi de la sécurité de tout son peuple. Victoria représente à la fois une opportunité et une menace, une chance de compréhension entre les races, mais aussi un danger potentiel pour leur sanctuaire caché. Cette nuit-là, alors que Victoria est assise devant la hutte sous des étoiles qui semblent incroyablement brillantes après tant de semaines passées dans le désert, elle est confrontée à un choix impossible. Elle pourrait demander à être emmenée dans la colonie blanche la plus proche, essayer de reconstruire la vie qu'elle a laissée derrière elle lorsqu'elle a sauvé Kimela, ou elle pourrait demander la permission de rester, d'apprendre les coutumes apaches et peut-être servir de pont entre deux mondes qui semblent destinés à un conflit éternel. Cette décision déterminera non seulement son propre avenir, mais aussi le sort de tous ceux qui, dans ce canyon caché, lui ont témoigné une gentillesse inattendue. Elle sait que demain, elle devra faire son choix. 2 semaines se sont écoulées depuis que Victoria a ouvert les yeux dans la hutte médicinale Apache. 2 semaines de lente guérison et d'intégration prudente dans un monde complètement différent de tout ce qu'elle a connu jusqu'à présent. La fête des récoltes d'automne transforme le canyon caché en un lieu d'abondance. Des feuilles de maïs et des piments séchés sont suspendus à chaque wiki-up. L'air est rempli des arômes riches de la viande rôtie et du pain sucré à base de gousses de musquette moulue. Victoria se déplace prudemment parmi les célébrants, sentant encore la faiblesse dans ses jambes après leur épreuve dans le désert. Son corps porte des marques indélébiles, sa peau est foncée et marquée par le soleil implacable. Ses mains sont rugueuses à cause des épreuves endurées. Mais son esprit se renforce chaque jour davantage à mesure qu'elle trouve sa place parmi ces gens qui lui ont sauvé la vie. La cérémonie des récoltes est plus qu'une simple célébration. C'est le moment où la tribu prend des décisions importantes pour son avenir. Ce soir, Victoria sait que son propre destin sera décidé. Certains membres de la tribu ont fini par accepter sa présence, voire la saluer. D'autres restent méfiants, se demandant quel danger elle pourrait faire peser sur leur sanctuaire caché. Kimla s'approche d'elle, magnifique dans les vêtements traditionnels que sa grand-mère a préparés. Une chemise en peau de daim douce décorée de perles finement travaillées, le visage peint de symboles qui le désignent comme le fils d'un chef. Le désert l'a changé, effaçant la douceur de l'enfance pour révéler une force et une sagesse qui dépassent son âge. « Père, je veux te parler », dit-il dans un anglais soigné, la voix à peine contenue par l'excitation. « Ce soir, très important, mère spirituelle. » Avant que Victoria n'ait le temps de lui demander ce qu'il veut dire, Marie apparaît vêtue de la tenue cérémonielle d'un chef apache, une chemise décorée de piquants de porc épic et d'ornements en argent, des plumes d'aigle dans les cheveux et un collier de griffes d'ours sur la poitrine. Au cours des dernières semaines, elle a appris à le connaître non seulement comme le père de Kimmy, mais aussi comme un homme d'une grande sagesse et d'une force tranquille. Leurs conversations sont devenues plus longues, plus personnelles, et elle ne peut nier la chaleur croissante qu'elle ressent en sa présence. « Victoria, dit-il, prononçant son nom avec soin. Le conseil souhaite te parler. » Il se dirige vers le feu central où les anciens de la tribu se sont rassemblés. Le cœur de Victoria bat la chamade lorsqu'elle voit les visages sérieux qui l'attendent. Aïcha, la guérisseuse qui lui a sauvé la vie. Bidil, le chef de guerre qui la regarde toujours avec suspicion. D'autres voix qui détermineront si elle ne peut rester ou si elle doit quitter cet endroit qui est devenu son foyer. Map prend la parole en premier en Apache, ses mots ayant le poids d'une cérémonie officielle. Bien que la compréhension de la langue par Victoria reste limitée, elle reconnaît les phrases clés. La femme blanche a sauvé notre enfant, apportant danger ou bénédiction. Le débat qui s'ensuit est intense. Bids argue avec passion des risques liés à l'hébergement d'une femme blanche, de la possibilité que des soldats viennent fouiller leur sanctuaire caché. D'autres prennent la défense de Victoria, citant son sacrifice pour Kima, sa volonté d'apprendre leurs coutumes, ses compétences médicales qui ont déjà aidé plusieurs membres de la tribu. Elle pourrait nous être utile, arguait un ancien dans un anglais hésitant, clairement destiné à être compris par Victoria. Une femme blanche qui connaît nos coutumes, parle notre langue, pourrait nous aider à comprendre l'ennemi. Ou nous livrer à l'ennemi, rétorque Bidil avec virulence. C'est une folie née du sentimentalisme. Finalement, M lève la main pour demander le silence.
La femme parlera pour elle-même, déclare-t-il en anglais. Qu'elle nous dise quelle place elle cherche à occuper parmi notre peuple. Victoria a la gorge sèche alors que des centaines d'yeux sont braqués sur elle. Tout ce qu'elle dira maintenant déterminera non seulement son propre avenir, mais aussi potentiellement la sécurité de tous les habitants de ce canyon. Je sais que vous avez toutes les raisons de vous méfier de moi, commence-t-elle, la voix ferme malgré sa peur. Je suis blanche et votre peuple a beaucoup souffert des mains des Blancs. Mais je n'ai pas choisi de venir ici pour chercher un avantage ou un refuge. Je suis venu parce qu'un enfant avait besoin d'être sauvé. Et si je reste, ce n'est pas pour mon confort, c'est pour trouver un but. Elle marque une pause, rassemblant ses pensées. Je peux apprendre à vos enfants à lire et à écrire l'anglais. Des connaissances qui pourront les aider à négocier avec les commerçants et les fonctionnaires. Je peux soigner les blessures et les maladies en utilisant à la fois la médecine apache et ce que j'ai appris dans le monde des Blancs. Mais surtout, je peux servir de médiatrice entre deux peuples qui ont besoin de mieux se comprendre, sans quoi ce cycle de violence ne prendra jamais fin. Le silence qui suit semble interminable. Puis Aïcha, la guérisseuse âgée, prend la parole en apache avec une autorité qui incite les autres à l'écouter attentivement. Bien que Victoria ne comprenne que des bribes, elle perçoit l'approbation dans le ton de la vieille femme. Aïcha dit que vous parlez avec sagesse. Ma traduit. Elle dit que les esprits vous ont amené jusqu'à nous pour des raisons qui vont au-delà du simple sauvetage d'un enfant. Elle pense que vous pourriez aider à panser les blessures entre nos peuples. Mais Bidiel reste sceptique. De jolies paroles d'une langue blanche, dit-il en anglais. Mais que se passera-t-il lorsque les soldats viendront nous chercher? Que se passera-t-il lorsqu'elle devra choisir entre notre sécurité et son propre peuple? Avant que Victoria ne puisse répondre, le débat est interrompu par une agitation à l'entrée du canyon. Des éclaireurs apaches arrivent au galop dans le village, le visage sombre, avec des nouvelles urgences qui font échanger des regards inquiets aux membres du conseil. Des soldats rapportent un éclaireur à bout de souffle en apache. À 2 jours de cheval au sud, ils interrogent les colons au sujet d'une femme blanche disparue et offrent de l'or en échange d'informations. Victoria sent son sang se glacer lorsqu'elle comprend les implications. Quelqu'un a signalé sa disparition et l'armée est à sa recherche. Pire encore, s'ils trouvent ce canyon, ils le considéreront comme un bastion apache hostile nécessitant une action immédiate. C'est ce contre quoi je vous avais mis en garde, déclare Bidil, sa voix trahissant une satisfaction amère d'avoir eu raison. Elle nous apporte la mort à notre porte. Non, répond Victoria avec fermeté, surprise par sa propre conviction. Cela nous donne un avantage que nous n'avions pas auparavant. Je sais comment les soldats pensent, comment ils planifient. S'ils me recherchent, ils ne s'attendront pas à une résistance organisée. Ils s'approcheront sans précaution, confiants dans leur supériorité numérique et leur puissance de feu. Le conseil de guerre qui suit se prolonge tard dans la nuit. Victoria se retrouve dans la situation étrange de conseiller les guerriers apaches sur les tactiques militaires, utilisant sa compréhension des procédures de l'armée pour aider à planifier leur défense. Non pas en tant que stratège, car elle n'a pas d'expertise, mais en tant que personne qui comprend l'état d'esprit et les hypothèses qui guideront l'approche des soldats. Ils s'attendent à trouver un village sans défense, explique-t-elle grâce à la traduction de Moppy. Ils pensent que les Apaches sont incapables de coordonner des défenses complexes. Utilisez cette arrogance contre eux. 3 jours plus tard, lorsque la cavalerie arrive, s'attendant à trouver un village sans défense, elle se heurte à un retrait soigneusement orchestré. Les Apaches ont évacué leur canyon caché, ne laissant derrière eux qu'une arrière-garde pour retarder la poursuite, pendant que la tribu s'enfuit plus profondément dans les montagnes avec ses enfants et ses anciens. Victoria reste avec l'arrière-garde, non pas en tant que guerrière, mais en tant que guérisseuse, soignant avec la même compassion les combattants Apaches blessés et les soldats capturés. Lorsque le sergent Mills lui-même est amené devant elle, blessé mais vivant, elle voit le choc dans ses yeux lorsqu'il la découvre non seulement vivante, mais clairement alliée au peuple qu'il est venu attaquer. « Tu es devenu sauvage », crache-t-il, les lèvres tachées de sang. « Tu t'es assimilé aux indigènes comme une sorte d'animal. »« J'ai trouvé une famille », répond Victoria calmement, nettoyant ses blessures avec une douce efficacité. « J'ai trouvé des gens qui méritent d'être protégés, pour lesquels je suis prête à mourir. Tu ne peux pas comprendre cela. L'escarmouche ne se termine pas par une victoire écrasante,
mais par un succès stratégique. La cavalerie est contrainte de battre en retraite avec des pertes importantes, tandis que les Apaches s'échappent avec des pertes minimes. Plus important encore, Victoria a fait ses preuves, même auprès des sceptiques comme Betzil, démontrant que sa loyauté va véritablement à son peuple d'adoption. Dans les semaines qui suivent, alors que la tribu établit un nouveau camp plus profondément dans les montagnes, Victoria trouve sa place parmi eux et la consolide. Elle apprend aux enfants à lire des mots anglais simples, apprend des techniques de guérison auprès d'Aïcha et aide à préparer la tribu aux défis de l'hiver dans leur nouvel environnement. Mais c'est sa relation grandissante avec Mab qui marque sa transformation la plus profonde. Leurs conversations s'allongent et deviennent plus intimes à mesure que l'automne laisse place à l'hiver. Ils parlent de pertes, de sa femme morte de maladie, de son mari succombé à la fièvre. Ils partagent leurs rêves de paix entre leurs peuples, des possibilités de compréhension qui semblent impossibles, mais qui valent la peine d'être poursuivies. Tu as changé depuis le désert, observe M un soir alors qu'ils sont assis près du feu, regardant Kimi s'entraîner avec son arc. Tu ne t'es pas seulement remise de tes blessures, tu es devenue quelqu'un de nouveau. Victoria réfléchit attentivement à ces paroles. La femme qui enseignait dans cette colonie lui semble désormais appartenir à un rêve lointain. Cette vie, cette famille, tout cela lui semble plus réel que tout ce qu'elle a connu auparavant. Et si je te demandais de rendre ce choix permanent, dit Map doucement, si je t'offrais non seulement une place parmi notre peuple, mais aussi une place à mes côtés en tant que femme, la question qu'elle attendait la coupe encore le souffle. À la lueur du feu, elle voit non seulement un chef qui lui propose le mariage, mais aussi un homme qui lui offre un partenariat, de la compréhension, un amour fondé sur des épreuves partagées et un respect mutuel. James m'a appris à survivre dans la nature, dit-elle finalement. Mais toi et Kimi Mel m'avez appris à y vivre. Oui, je serai ta femme si ton peuple accepte ce choix. La cérémonie de mariage a lieu au solstice d'hiver, sous des étoiles si brillantes qu'elles semblent illuminer chaque pierre du canyon montagneux. Victoria porte une robe confectionnée par les femmes de la tribu. Une peau blanche décorée de perles qui raconte l'histoire de son voyage du monde blanc vers les Apaches, de la solitude à l'appartenance. Le rituel lui-même reflète à la fois la tradition Apache et l'adaptation au parcours différent de Victoria. Il y a la lumière du feu et les chants anciens, mais aussi la reconnaissance du chemin unique qui les a réunis. Lorsque Mapé lui prend les mains et qu'ils prononcent leurs vœux, Victoria ressent une plénitude qu'elle ne pensait plus jamais connaître. Maintenant, j'ai un père et une mère spirituelle, déclare Kimi dans son anglais soigné, le visage rayonnant de joie. Maintenant, nous sommes vraiment une famille. Alors que la fête bat son plein autour d'eux, Victoria se tient debout avec son nouveau mari et son fils adoptif, contemplant le paysage montagneux qui est devenu leur domaine. Demain apportera de nouveaux défis. Construire une vie entre deux mondes. Enseigner à des enfants qui doivent comprendre à la fois les coutumes Apaches et celles des Blancs. Servir de pont entre des peuples qui ont désespérément besoin de trouver un terrain d'entente. Mais ce soir, entouré de sa famille et de sa communauté, en regardant les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrit, Victoria sait qu'elle a enfin trouvé sa place. L'amour qu'elle a découvert ici ne remplace pas ce qu'elle a perdu avec James, mais c'est quelque chose d'entièrement nouveau, aussi inattendu et résistant que les fleurs sauvages qui fleurissent dans le désert après la pluie. Le cœur, comme le désert, peut refleurir après les saisons les plus rudes, murmure-t-elle, faisant écho à des mots qui sont devenus sa vérité. En fin de compte, James l'avait préparé non seulement à survivre dans la nature sauvage, mais aussi à trouver le courage de se construire une nouvelle vie lorsque l'ancienne avait pris fin. Les étoiles tournent au-dessus de nos têtes selon des schémas à la fois anciens et éternels. Et Victoria M., qui n'est plus Hollinger, mais quelque chose de nouveau et de choisi, sait que l'amour trouve toujours un autre chemin. Si vous êtes touché par les amours interdites et les légendes émouvantes du Far West, abonnez-vous à Wild West Love Legends. Vous regardez la télévision? Prenez votre téléphone. Recherchez Wild West Love Legends. Le voyage ne s'arrête pas ici. L'amour trouve toujours un autre chemin.